Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce space de débat de Cité MKO. Merci infiniment, merci à tous de venir donc à ce débat de Cité MKO sur Monsieur Bazoum, qui est le président de la République renversée du Niger, renversé depuis le 26 juillet 2023. Cela fait un an que le chef de l'État du Niger a été renversé par une junte militaire à la tête de laquelle il y a le général Tchani. Depuis donc le juillet 2023, cette junte militaire a mis en place un gouvernement de transition qui exécute aujourd'hui les affaires publiques au nom de l'État du Niger. Le président Tchani lui-même s'est autoproclamé chef de l'État. Un gouvernement dirigé par un technocrate rentré depuis est en place et la transition militaire au Niger se déroule sans le président Mohamed Bazoum, arrêté depuis cette période, d'abord en compagnie de son épouse, puis de son fils, gardé dans les enceintes de la présidence de la République, là où il avait déjà ses quartiers. Au-delà des motifs qui sont avancés pour venir en support de cette arrestation, au-delà des contingences qui ont mis en avant, dans un premier temps, la nécessité que le président Bazoum démissionne ou qu'il soit démissionné. Depuis cette période, il y a eu quelques évolutions dans le cadre du dossier. Les avocats du président Bazoum ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, en même temps d'ailleurs que les avocats de la junte militaire avaient saisi la Cour de l'UEMOA parallèlement. La Cour de l'UEMOA, saisie dans une procédure préliminaire, n'a pas donné suite à la demande formulée par les avocats de la junte et qui ne sont d'ailleurs pas revenus au fond devant la Cour de justice de l'UEMOA. Cette saisine est restée dans l'état jusqu'au moment où les avocats du président Bazoum ont cru nécessaire de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir que cette Cour de justice dise que la junte n'a renversé le président Bazoum qu'au moyen d'un coup d'État militaire et que le président Bazoum était arrêté et détenu dans des conditions plutôt illégales. La Cour de justice de la CEDEAO a même ordonné à la junte militaire de libérer immédiatement le président Bazoum. Il est toujours en prison, même si aujourd'hui son fils a été relâché. Le président Bazoum se trouve en état d'arrestation et de détention avec son épouse, alors même qu'au jour d'aujourd'hui, aucun titre de justice ne vient en support ni de cette arrestation, ni de cette détention. Il est clair que depuis, la junte militaire a mis en place la Cour d'État. Cette Cour d'État a eu l'occasion de déclencher une procédure à l'encontre du président Mohamed Bazoum aux fins de lever de son immunité parlementaire. Après quelques tergiversations entre les avocats du président Bazoum et les avocats qui venaient en soutien de la junte représentant l'État du Niger, la Cour d'État a rendu sa décision
en ordonnant de lever l'immunité du président Bazoum. Il faut rappeler que l'immunité qui est liée à la personne du président Bazoum est en rapport avec des dispositions de la Constitution du Niger de l'époque et que cette immunité pour tous les chefs d'État qui sont en fonction est levée justement par la composition judiciaire au niveau du Parlement. Il se trouve que une disposition spécifique au Niger permet de saisir une juridiction pour lever l'immunité du président. Ce qui fut fait. Fort curieusement, le but de la levée de l'immunité résidait sans doute dans l'idée de déclencher des poursuites à l'encontre du président Bazoum. Or, il se trouve que le dossier qui a permis de lever l'immunité du président Bazoum est en état aujourd'hui et a été transmis d'ailleurs au juge d'instruction militaire chargé probablement d'introduire, le procureur du moins, chargé d'introduire une action à l'encontre du président Bazoum. Vous vous souvenez qu'à l'époque, les militaires de la junte avaient estimé que le fait d'avoir appelé à l'intervention d'une armée étrangère sur le territoire de la République du Niger était constitutif d'infraction et pouvait donner l'occasion de poursuivre le président Bazoum. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, il n'en est absolument rien. Il n'en est rien d'autant plus que le président Bazoum n'est détenu sur la base d'aucun titre de justice et n'est pas non plus sous le contrôle de la justice, sous le contrôle de justice comme ça doit être le cas de toutes les personnes qui font l'objet de poursuites devant le juge. Ce n'est pas tout. Il m'a été rappelé que dès lors qu'une personne est mise en cause au Niger, qu'il fait l'objet d'une inculpation, qu'un mandat de dépôt est pris à son encontre, ce mandat de dépôt doit le conduire normalement dans une maison de justice, une prison ou une maison d'arrêt. Sans doute que c'est un des éléments de crainte de la junte, le temps probablement de modifier la loi sur ce point. Il est clair aujourd'hui que la détention du président Bazoum peut éventuellement être mise en cause du point de vue de la légalité d'une part, mais également du point de vue de la régularité. C'est bien évidemment au regard de cette situation d'une part, mais eu égard au fait également que depuis 12 mois désormais, le président Bazoum est dans cet état-là sans que véritablement on ne puisse en tirer de conséquences au plan du droit. C'est pour ça que cette arrestation aujourd'hui et la mise en cause devant la Cour d'État, qui est aujourd'hui la plus haute juridiction du Niger, nous amène à nous poser la question jusqu'où ira la junte dans les poursuites contre le président Bazoum. Au-delà même des situations de droit, des situations juridiques et des situations judiciaires assez complexes et même à bien des égards inextricables, il y a lieu ce soir que l'on puisse échanger en vue de comprendre les contours exacts de ce dossier et nous poser un certain nombre de questions. La première question qui me vient à l'idée est la question au plan politique, notamment avec la sortie du Niger de la CEDEAO d'une part et l'option qu'il a faite de rejoindre les pays de l'AES. Quelles peuvent être les conséquences politiques de ce point de vue-là, eu égard à la détention du président Bazoum? Il y a lieu également de réfléchir au plan juridique et par rapport notamment à la question de la réconciliation nationale nigérienne et de la poursuite de la transition, parce que ce sont des propos que nous avons souvent entendus de la bouche de la junte militaire. Bien évidemment, on peut se poser des questions également par rapport aux enjeux de paix, par rapport à la sécurité,
et par rapport à la cohésion nationale, ce qui peut rejoindre dans une certaine mesure la question de la réconciliation nationale. Pour ce space, nous avons adressé des invitations à un certain nombre de personnes, au titre desquelles, et en premier, Madame Aïchatou Mindaoudou, qui est diplomate, ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger, ancienne représentante spéciale pour la République de Côte d'Ivoire et chef des opérations de l'ONUCI. Malheureusement, Madame Aïchatou Mindaoudou nous a fait un message nous disant qu'elle était dans l'impossibilité de participer à ce space dans la mesure où elle devrait se trouver sans doute dans une zone au Niger qui n'était pas forcément ou convenablement couverte en Internet. La deuxième personne à qui nous avons adressé une invitation est Alioune Tine, défenseur des droits et fondateur de Africadium Center. Alioune Tine, pour l'instant, je ne le vois pas, j'imagine qu'il ne va pas tarder à venir. Et enfin, et également, nous avons adressé, bien évidemment, une invitation au bâtonnier Robert Dossou, qui est ancien bâtonnier, puis ancien ministre et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous avons invité Madame Geneviève Gotzinger, qui est journaliste, ancienne directrice de RFI, communicante, bien évidemment, pour sa présence sur les réseaux et son soutien qui est manifesté vis-à-vis du président Bazoum, ce qui est constitutif d'une opinion qui peut rencontrer une opinion inverse ici. Et enfin, nous avons invité notre frère et ami Sédik Abba, qui est journaliste, écrivain et chercheur, parce que Sédik Abba est non seulement l'une des plumes les plus lues sur le Niger aujourd'hui, mais également l'une des plumes qui possède aujourd'hui à une analyse pour nous donner l'occasion justement d'essayer de comprendre et d'essayer de démêler ce dossier. Bien évidemment, je peux imaginer qu'un certain nombre de personnes peuvent être des partisans de Bazoum ici ou des opposants de Bazoum. Au-delà des partis pris et des oppositions, faisons l'effort aujourd'hui de comprendre, d'analyser et de nous questionner sur la situation de détention d'une personne, fut-elle ancien chef d'État avec son épouse, les questions qui se posent au plan politique aujourd'hui, les questions qui se posent au plan judiciaire aujourd'hui et les questions qui se posent du point de vue de la paix. J'ai adressé une invitation à Sidi Kaba lui demandant de bien vouloir monter pour aujourd'hui rejoindre Geneviève Goldzinger, mais dès à présent, Mex Sommet, quelle est ton opinion de la situation qui est celle du président Bazoum aujourd'hui au Niger? Moi, je ne connais pas les subtilités de la loi au Niger. Donc, je ne m'aventurerai pas sur ce plan-là. Mon analyse, elle est purement politique et je pense que la CEDEAO et la France notamment portent une lourde responsabilité dans la situation de la famille Bazoum. Parce que ce qui a permis au début à la junte de justifier leur maintien en captivité, c'est bien la menace d'intervention militaire qu'ils ont brandie pour aller rétablir Bazoum dans ses fonctions. Évidemment, cette intervention, il n'en est plus question nulle part, mais c'est quand même le point de départ qui a permis, à mon avis, que des Nigériens de bonne foi cautionnent le fait qu'on les prenne en otage. Maintenant, ça fait 1 an qu'ils vivent cette situation-là. Leur fils qui a finalement été envoyé au Togo n'est pas si libre de ses mouvements que ça, en réalité. Donc, ils ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages. Donc, quand on prend des otages, c'est qu'on veut négocier des choses. Il faut chercher à savoir ce qu'ils veulent négocier pour le libérer. À ce jour, moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un ici le sait, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils exigent contre sa libération.
C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Je m'arrêterai là pour le moment et puis chaque fois que nécessaire, je reprendrai la parole. Merci. Tu n'hésites pas, j'ai demandé à Aïssata si elle veut monter comme co-hôte, elle serait la bienvenue. Tu prends la parole quand tu veux, mec. Merci beaucoup, Sidi Kaba, d'être là. La situation de Bazoum est laquelle aujourd'hui? Merci, maître. Je crois que en cette journée qui marque le premier anniversaire du coup d'État, organiser ce space est une occasion de porter un éclairage sur le sort du président Bazoum. Parce que, comme on a pu le dire ici et là, on a commencé à presque oublier la situation dans laquelle il se trouve, la routine ayant pris le dessus, d'autres événements s'étant invités. Et la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le différend avec le Bénin, tous ces événements sont venus un peu reléguer au second plan le sort du président Bazoum et je crois que l'initiative de ce space doit être saluée. À mon avis, il y a trois dimensions, trois lectures il y a à faire de ce dossier. Il y a d'abord une première lecture que je qualifierais de humaine. On sait que le président Bazoum, quel que soit ce qui est arrivé aujourd'hui, a quand même été ou est toujours, selon le positionnement qu'on a, un chef d'État ou un ancien chef d'État. Et à cet égard, humainement, il ne devait pas être dans la situation dans laquelle il se trouve, puisque il ne reçoit que la visite hebdomadaire de son médecin et lui-même est dans un réduit. Et apparemment, il n'est pas dans un espace où il a la possibilité, puisque même quand on détient en détention des gens, on aménage souvent des cours pour que ces personnes détenues puissent faire de la promenade qui est nécessaire à leur santé. Donc, d'un point de vue humain, je crois qu'il y a une préoccupation légitime à avoir. Deuxième niveau de lecture, sur un plan politique. Alors, il faut convoquer l'histoire politique récente du Niger. Et moi, j'ai récemment publié un livre sur le coup d'État de 1974. Et à partir de ce coup d'État, vous savez, le Niger a connu 5 coups d'État. Le coup d'État du 15 avril 1974, le coup d'État du 27 janvier 1996 contre Maman Ousmane. Ensuite, nous avons connu le coup d'État du 9 avril 1999 contre Barré. Ensuite, le coup d'État du 18 février 2010 de Salou. Et enfin, le coup d'État. Et quand on fait un peu la comparaison, à chaque fois qu'il y a eu le coup d'État, les présidents qui ont été renversés, les chefs d'État, ont quand même été libérés par la suite. Ou dans le cas de Diori, où la détention a été longue, mais Diori a fini par être libéré lui aussi. Et c'est la première fois qu'on vit une situation comme celle du président Bazoum à l'échelle de tous les coups d'État qu'on a pu connaître. Ça, c'est la dimension politique. Enfin, sur le plan juridique, vous avez souligné toutes les ambiguïtés. Ce n'est pas un parti pris, mais il y a quand même beaucoup d'ambiguïtés dans la lecture juridique de cette affaire. Je m'en tiendrai à une seule. À partir du moment où la Cour d'État a levé le 14 juin l'immunité du président Bazoum, on est rentré dans un processus judiciaire qui aurait dû normalement conduire à son placement dans un centre qui est sous le contrôle de l'ICIS, comme vous l'avez si bien rappelé. Ça n'a pas été le cas et bon, on a pu voir qu'à un moment, une instruction a été envoyée par le ministre de la Justice interdisant que les ONG viennent et beaucoup avaient supposé que c'était dans le cadre de la préparation d'un placement en détention du président Bazoum dans une maison d'arrêt ordinaire ou une maison ou une prison ou une maison d'arrêt comme vous avez rappelé. Donc tout ça n'a pas été fait. Et d'un point de vue juridique, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui interrogent, notamment que la Cour même d'État qui a levé l'immunité n'ait pas pu expliquer aux avocats de Bazoum où est-ce qu'ils se trouvent ou ordonner que les avocats puissent accéder. Donc, il y a beaucoup de faiblesses sur le plan juridique. Donc, il y a ces trois dimensions que je vois. Ensuite, maintenant, à mon avis, il faut qu'on regarde aussi les perspectives, comment ça peut évoluer. Premièrement, comme on le sait, et ce n'est pas un scoop, il y a des pays qui se sont portés médiateurs entre le pouvoir militaire de Niamey et
le président Bazoum pour essayer de faire libérer le président Bazoum. Et on sait que, en tout cas, on a pu le savoir, qu'au moment de la levée des sanctions contre le Niger, le Togo avait dit qu'il pouvait faire la médiation et qu'on n'a pas les pays qui voulaient conditionner la levée des sanctions contre le Niger à la libération de Bazoum avaient accepté que le Togo fasse de la médiation. Et aujourd'hui, il y a une médiation, en tout cas, qui est en cours, qui se fait avec ses hauts et des bas. Est-ce que cette médiation va aboutir? Et si elle aboutit, peut-être que le président Bazoum peut connaître le même sort que son fils. Je précise au passage que le fils n'est plus au Togo. Et peut-être que c'est, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le fils n'est plus au Togo. Il est parti dans les pays du Golfe et il a trouvé presque sa mobilité. En tout cas, il a plus de marge de liberté que lorsqu'il était au Togo. Maintenant, il y a cette dimension de médiation. Est-ce qu'elle va aboutir? Est-ce que, selon quel terme, un moment, on a pu ici entendre dire que ce qui bloque, c'est que les militaires posent comme condition avant de libérer Bazoum qu'il démissionne et qu'il ne parte pas à l'étranger pour se revendiquer encore président légitime. Donc, il y a toute cette dimension, on ne sait pas ce que la négociation va donner. Si la négociation ne donne rien, l'autre possibilité, l'autre hypothèse, c'est de juger le président Bazoum dans les conditions que l'on sait. Mais je crois que, très honnêtement, la lecture que j'ai, c'est que les militaires sont eux-mêmes prudents comment d'abord, sur comment ils peuvent organiser ce jugement. Et je n'imagine pas s'ils veulent qu'on accorde du crédit au jugement, qu'ils fassent de la publicité. Ça doit être un procès public avec le droit de se défendre, etc. Et à cette occasion, peut-être que des choses qui ne leur seront pas favorables pourraient sortir. Donc, au final, aujourd'hui, très honnêtement, je crois que le pouvoir militaire lui-même est très embêté. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il est au milieu du gué. Et même sur le plan judiciaire, ce qu'il a engagé et dont beaucoup de gens ont été surpris par la démarche de judiciariser un cas qui n'est pas juridique en réalité. Et eux-mêmes sont au milieu du gué. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et avec le président Bazoum, comment s'en sortir. Donc, nous sommes dans cette situation. Mais il est important, je crois, que les choses se clarifient. Un an, c'est pas 12 jours. Donc, on ne peut pas voilà, se retrouver dans cette situation à côté d'autres éléments, peut-être dont on parlera ce soir, qui sont sur l'impasse de la situation politique, parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Et vous savez, quand on regarde, je parle souvent d'exception nigérienne, mais quand vous prenez les 3 pays qui sont de la Confédération, le Niger est le seul où les institutions même de la transition ne sont pas encore en place. À part, il y a le Conseil, le CNSP, qui est un organe de la transition, il y a le gouvernement, mais par exemple, l'autorité législative, ce qui fait office de parlement au Mali et au Burkina, il n'y en a pas au Niger. Le Niger n'a pas encore tenu d'assises alors que les autres ont tenu des assises. Il n'y a pas un chronogramme de la transition et ce qui amène beaucoup à penser que la transition n'a pas commencé. Donc, il y a, mettre en introduction à ce space, quelques éléments comme ça que moi je soulève pour que ça puisse nourrir notre discussion et éventuellement, si c'était nécessaire, moi je pourrais répondre à des questions très précises. Je vous remercie de cette opportunité. Merci. Bien évidemment, vous avez parfaitement raison donc d'évoquer la situation d'ensemble du Niger. Ça se comprend d'autant plus que c'est vrai que des 3 transitions dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, c'est le seul pays aujourd'hui qui véritablement n'a pas démarré sa transition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est entre les mains d'un CNSP et de cette junte militaire qui a mis en place la seule institution qui est le gouvernement. Deuxième élément, c'est vrai, tu l'as rappelé, on n'a pas pu réunir aujourd'hui des instances pour déterminer la durée de la transition d'une part, déterminer les modes de désignation des autres organes de la transition, notamment le Conseil national de la transition, comme ça c'est appelé dans les autres pays, qui est donc l'organe législatif. Et on a tendance à penser que en réalité, la junte militaire nigérienne, cela se voit tous les jours, est une des juntes qui est arrivée au pouvoir dans une totale impréparation et que l'épine Bazoum dans leurs pieds aujourd'hui est une difficulté. Ils ont pensé qu'avec le temps, sans doute, Bazoum allait démissionner
Et deuxièmement, ils ont pensé également qu'ils auraient pu avoir donc des moyens de contrainte contre Bazoum, notamment la menace éventuellement de le juger, y compris pour haute trahison, la menace y compris pour détournement de deniers publics, et la menace de le juger, y compris pour le fait, par exemple, d'avoir appelé à l'intervention d'une armée étrangère. Et le tout mis l'un dans l'autre, on ne peut pas lui couper la tête, on ne peut pas indéfiniment le garder sans que la justice ne prenne la main. C'est d'autant plus difficile à comprendre aujourd'hui que la Cour d'État a rendu sa décision depuis si longtemps et que la Cour d'État a quand même transmis officiellement aux autorités judiciaires militaires un dossier qui aujourd'hui est en état d'appeler, de convoquer le président Bazoum et sans doute de l'inculper pour des infractions qui restent à préciser. Et c'est ça le drame de la justice, c'est que quand vous inculpez une personne, même en situation d'exception dans un pays comme le Niger post-coup d'État, vous êtes obligé de réunir une juridiction. Vous êtes obligé de l'entendre dans le cadre d'une phase d'instruction du dossier. Et vous êtes obligé éventuellement, lorsque vous le déférez devant le juge, de lui donner les moyens de se défendre. Et les moyens de se défendre, c'est que jusqu'à présent, c'est une opinion qu'on entend, et cette autre opinion qui va venir dans les débats judiciaires, et Bazoum ne sera pas seul, sans doute, il sera avec des avocats qui vont avoir quand même la liberté de parole pour expliquer ce qui s'est passé. Il s'agira de défendre une personne devant le juge pour lui éviter justement des condamnations qui peuvent être assez importantes. Donc les aspects politiques stricto sensu, c'est qu'on a beau penser que Bazoum est bien là où il est, notamment détenu là où il est, Bazoum et d'autres sont des composantes politiques du pays. On a vu des gens qui ont été renversés et par la suite qui sont revenus en surface dans le cadre d'un jeu politique ouvert. Parce que ce jeu politique ne va pas se fermer éternellement. Donc, cet espace duquel Bazoum et ses partisans et bien d'autres sont exclus, demain, après-demain, d'un point de vue politique, ne serait-ce que pour parler de la suite de la transition, on sera obligé d'appeler tout le monde, y compris les pires ennemis des aujourd'hui. D'un point de vue juridique, et donner les éléments, on est dans un dossier qui est confus et inextricable. Et du point de vue même, on a beau s'extirper de la communauté internationale, même en l'absence de CEDEAO aujourd'hui, il est clair que même vis-à-vis des autres membres de l'AES, il va falloir donner des explications. Et vis-à-vis de tous les autres qui ne sont pas de la CEDEAO, qui ne sont pas de l'AES, mais qui sont par exemple des gens avec lesquels les Nigériens parlent aujourd'hui, les Nigériens travaillent aujourd'hui et les Nigériens coopèrent aujourd'hui, d'un point de vue diplomatique, il est important qu'à un moment, on puisse donner quelques éléments d'information quant au sort du président Bazoum. Parce qu'aujourd'hui, le président Bazoum est coincé là où il est, mais hier, il a travaillé avec ces mêmes interlocuteurs qui continuent à travailler avec la junte militaire. Donc, ces explications peuvent être assez longues, assez difficiles. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que je vais interroger donc Geneviève Godzinger, qui bien évidemment est une étrangère au sens où elle n'est pas nigérienne d'une part, et elle a beau connaître l'Afrique, il y a sans doute des choses qui peuvent lui échapper de ce niveau-là, mais elle mène depuis quelque temps un combat en faveur de la libération du président Bazoum, et elle est donc au premier niveau de ces échanges souvent qui sont violents avec les uns et les autres, mais ça fait partie de l'ordre des choses, même si on peut regretter que de cette violence sortent des choses qui soient pas très acceptables du point de vue des échanges qu'il y a. Geneviève Godzinger, selon vous aujourd'hui, la situation qui est celle de Bazoum est-elle une situation qui, à la longue, ne sera pas tenable, visiblement? Est-ce qu'il faut que je... Voilà, c'est bon, mon micro est activé? Oui. Oui.
c'est une situation qui est proprement hallucinante. Enfin, je ne connais pas d'exemple, je ne sais pas si vous en avez, mais d'exemple dans le monde, dans l'histoire, où un chef de l'État ait pu être séquestré pendant 1 an avec progressivement une forme d'indifférence générale devant sa situation. Moi, ça me révolte, hein, mais bon, vous savez, c'est pas la peine que j'en rajoute sur ce point. Je trouve ça proprement scandaleux, révoltant. Qu'est-ce qu'a fait cet homme en réalité, à part essayer de faire du mieux qu'il pouvait pour son pays, en ayant d'ailleurs des résultats sur le plan sécuritaire, on y reviendra peut-être, hein, en ayant des résultats en termes de gouvernance, en faisant des efforts pour l'éducation des jeunes filles, par exemple, contre les mariages forcés, sur un certain nombre de points assez cruciaux pour le développement du Niger et l'avenir du Niger. Donc, ok, on le renverse, enfin d'ailleurs pas ok, mais bon, on le renverse, et on le maintient séquestré chez lui avec son épouse pendant 1 année, dans 2 petites pièces, avec des gardes derrière la porte, avec des crises de palud, sans téléphone, avec un médecin 1 fois par semaine. Enfin, mais je pense que ça pourrait se passer sur aucun autre continent que l'Afrique. Et c'est aussi ça qui me scandalise. Imaginez que ça se passe en Asie, en Amérique. D'abord, bon, il n'y aurait peut-être pas de coup d'État de la même manière, mais s'il y en avait un, est-ce que la communauté internationale tolérerait de la même manière qu'un président de la République soit séquestré? Je ne le crois pas. Alors après, pour répondre à votre question de tout à l'heure, votre première question, moi je pense que la junte est extrêmement embarrassée en fait par la gestion du cas de Mohamed Bazoum. Rien ne s'est passé comme ces messieurs l'auraient souhaité. Tout le monde s'attendait, enfin en tout cas eux s'attendaient, c'était mal le connaître d'ailleurs, à ce qu'ils démissionnent. Peut-être tout de suite, peut-être pas tout de suite, peut-être à l'usure, mais en tout cas à ce qu'à un moment il lâche le morceau. Or en fait c'est mal le connaître, effectivement. C'est quelqu'un qui ne lâchera jamais. Donc progressivement ils s'en sont rendus compte au fil des semaines, au fil des mois. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Rien ne se passe comme prévu dans cette transition, qui navigue complètement à vue. Cédric l'a très bien dit, sur le plan politique, ils savent pas où ils vont non plus. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de schéma de transition, il n'y a pas de sortie de transition envisagée, il n'y a pas de débat avec les partis politiques qui sont suspendus depuis le lendemain, dont l'activité est suspendue depuis le lendemain de la junte, enfin de la prise du pouvoir par la junte. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment face à un dilemme extrêmement compliqué parce que ils le jugent, mais s'ils le jugent, il va parler. Et en fait, ils le maintiennent prisonnier pour qu'il ne parle pas. Donc, on est dans un paradoxe absolu et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas quoi faire en réalité. Et c'est ce qui rend sa situation assez périlleuse au fil des jours, au fil du temps, avec cette forme d'oubli contre laquelle il faut absolument se battre parce que c'est intolérable qu'un chef de l'État soit séquestré depuis 1 an avec son épouse dans ces conditions-là. C'est juste pour tout être humain qui se respecte, intolérable, à mes yeux en tout cas. Voilà. Très bien. Sidi Kaba, aujourd'hui, est-ce que la démission n'est pas une solution, Sidi Kaba? Non, je ne pense pas que la démission soit une solution. Parce que si elle pouvait être une solution, elle serait intervenue déjà dès le début. S'il y a une démission aujourd'hui, je ne vois pas en quoi elle peut changer la donne politiquement. Les démissions qu'il y a eu, il y a eu celle de Ibeka, il y a eu celle de Alpha Condé, il y a eu d'autres démissions, mais elles étaient intervenues au moment où les militaires avaient pris le pouvoir pour justifier que, euh, pour permettre la légitimation de leur pouvoir par cette démission, pour justifier que c'est pas un coup d'État que comment dire, comme on a pu le voir sous Roch aussi, puisque après on a dit que c'est une démission, donc les militaires vont faire l'intérim et on va aller à des élections. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas que la démission soit la solution. D'abord, faut-il encore que le président Bazoum accepte, s'il allait accepter, et il l'aurait fait depuis les menaces, puisque dès le début du coup d'État, en tout cas d'après ce qu'on a pu savoir, que le schéma qui était en tout cas attendu, c'était celui qu'il démissionne dès les premiers événements, puisqu'il faut savoir, et ce n'est pas un secret, que le coup d'État, au début,
ce qui est devenu le coup d'État, en tout cas par la suite, était un élément qui était juste circonscrit à la garde présidentielle. Et toute la ville de Niamey, pour ceux qui étaient à Niamey le 26 juillet de l'année 2023, la ville était normale pour nous qui avons vécu les coups d'État. Quand il y a les coups d'État au Niger, il y a quand même un certain nombre d'événements qui se produisent. La télévision est occupée, les télécommunications sont suspendues, les moyens militaires sont déployés dans la ville. Mais l'événement du 26 juillet était circonscrit au palais présidentiel, et le schéma qui avait été pensé, en tout cas pour le concepteur de cet événement, était la démission immédiate de Bazoum. Et ce qui a foiré, c'était justement ce refus de démissionner, et je ne pense pas qu'il va arriver aujourd'hui. Et même s'il arrive aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue personnel, je ne pense pas qu'il puisse suffire à régler les problèmes, d'autant que le coup d'État lui-même, le 27 juillet 2023, dans la déclaration du coup d'État, il était avancé la question de la sécurité et la question de la mauvaise gouvernance économique et sociale. Donc, si une démission était faite aujourd'hui, est-ce qu'elle va régler ces problèmes? Je ne le pense pas. Et c'est pour ça que moi, je ne vois pas la démission comme une solution à la situation dans laquelle se trouve le Niger aujourd'hui. En même temps, s'il n'y a pas de démission, on est quand même dans un contexte où, premièrement, la situation politique est totalement bloquée aujourd'hui à Niamey, dans la mesure où, contrairement aux autres pays, rien ne s'est fait dans le cadre de la transition. Si ce n'est le gouvernement, il faut qu'il y ait de la suite, ne serait-ce que déjà pour savoir quels sont les autres organes de la transition qu'on met en place, quelle va être la durée de la transition, et visiblement, la junte militaire se revendique d'une assise populaire. Je ne comprends pas pourquoi, avec cette assise populaire déclarée, ils ne prennent pas aujourd'hui la responsabilité de dérouler la transition, ne serait-ce que d'aller pour plus de sécurité, pour plus de paix, et puis pour parler aussi de réconciliation nationale, parce qu'il y a quand même une rupture dans la situation politique et même communautaire du Niger aujourd'hui, c'est dit. Oui, je pense que la question que vous posez est juste. Mais pour y répondre, il faut convoquer l'histoire politique récente du Niger. Il y a eu le coup d'État contre le président Tandja, puisque à l'époque, l'armée avait fait le coup d'État en 2010 en raison du blocage dans lequel le pays se trouvait. Et les militaires étaient venus pour remettre le compteur à zéro, organiser des élections rapidement. En 10 mois, ils l'ont fait en 11 mois, et remettre le pouvoir aux civils. On n'est pas dans ce schéma. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de la démission. Si jamais, c'est pour ça que, à mon avis, l'absence de lisibilité nuit beaucoup à la situation du pays. S'il y avait un agenda de la transition, dire, bon, comme on l'a vu ailleurs, on réhabilite les partis politiques, on fait des élections, celui qui gagne, on remet l'ordre constitutionnel. Mais je ne pense pas que ce soit cet agenda. Et ce qui a beaucoup fait la popularité, et qui n'est pas faux sur ce plan du CNSP, c'est aussi la posture souverainiste. Ça, les gens, il y avait une demande, il y avait une attente par rapport, en tout cas, au régime renversé, et même par rapport à la période Issoufou. Le fait que les gens aient eu le sentiment d'une suggestion du Niger aux partenaires extérieurs, a alimenté justement le fait que le coup d'État a été accueilli. Mais globalement, à mon avis, l'absence de contenu, l'absence de visibilité, l'absence d'orientation fait que voilà, on est dans le brouillard en fait. S'il y avait un cap disant que la transition c'est 8 mois, comme quand Barré a fait le coup d'État, il avait donné une période de transition. Quand Salou a fait le coup d'État, quand Wanké a fait le coup d'État, toutes ces périodes-là, les gens ont dit, bon, nous, on va faire 1 an, nous, on va faire 9 mois. D'autres ont dit, donc, il y avait quand même quelque chose, et on a mis en place immédiatement, on a mis en place des organes, le conseil, la commission des textes fondamentaux, des organes pour préparer l'avènement de l'ordre démocratique. Bon, là, dans ce cas, dans le cas d'espèce, on n'a pas tous ces organes. On est dans une situation inédite par rapport à l'histoire politique même du pays. Donc, c'est ça qui, à mon avis, crée la confusion. Il n'y a pas de contenu de la transition.
il n'y a pas d'orientation de la transition, il n'y a pas de chronogramme. C'est un peu inédit par rapport à l'histoire politique du Niger. Je ne dis pas de comparer avec d'autres pays, mais quand on compare à l'histoire politique récente du Niger, même, on voit que nous sommes dans une situation totalement inédite. Mex demande la parole et j'essaye de monter Aïssata comme co-hôte, mais j'ai du mal. Mex. Oui, moi, j'ai une légère différence de lecture avec vous et avec Teddy Kaba. Parce que toutes les autres transitions qu'on a citées, tous les autres coups d'État qu'on a cités, qui sont arrivés après le protocole additionnel de la CEDEAO de 2001, ont été plus ou moins régis par ce protocole additionnel-là. Il y avait la suspension des instances de la CEDEAO, il y avait l'exigence de mise en place d'une transition civile ou d'une transition militaire courte avec l'organisation des élections. Donc, il y avait globalement une procédure qui était peu ou prou respectée. Ça a commencé à dérailler au Mali, un peu au Burkina. D'ailleurs, je fais remarquer que le Burkina n'a pas été sanctionné parce que la transition burkinabé était restée dans ce canevas globalement, en apparence en tout cas. Mais au Niger, tout est parti en vrille. Pourquoi? Parce que pris de panique par l'effet domino, les présidents de la CEDEAO se sont raidis et se sont dit, mais après le Niger, ce sera le tour de qui? Et ils ont commis l'erreur de parler d'intervention militaire au Niger. Et donc, ce qui fait que, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Cédric là-bas, c'est que ce coup d'État-là, il ne ressemble pas aux autres, mais il ressemble à ceux des années 70-80, où les militaires prenaient le pouvoir pour une durée indéterminée, changeaient de régime, et ils n'avaient de compte à rendre à personne et dirigeaient par décret. Donc, ce n'est pas inédit. Même au Niger, ce n'est pas inédit. Ce coup d'État-là, c'est comme le coup d'État d'avant 2001, tout simplement. Donc, ceux qui s'attendent à ce que le CNSP au Niger mette en place une assemblée nationale de transition, fasse des assises, etc., moi, je pense qu'ils le feront quand ils voudront, mais rien ne dit qu'ils vont s'inscrire dans ce canevas-là. Merci. Oui, mais en même temps, mec, ton développement, il est bien de faire le constat aujourd'hui qu'on a perpétré un coup d'État avec des méthodes des années 80, mais il faut simplement compléter ton propos pour dire que l'opinion des années 80 n'est pas l'opinion d'aujourd'hui. Exemple, il y avait plus de monde dans la rue pour soutenir la junte militaire lorsqu'il était question de demander à l'armée française de déguerpir ou lorsqu'il était demandé à l'ambassadeur français de quitter le territoire. L'opinion publique nigérienne, il est clair, n'est pas un soutien aveugle à la junte militaire au point de ne pas lui demander des comptes, un, quant à la durée de la transition, deux, quant à la modalité de la transition, et puis troisièmement, quant aux suites de la transition. Geneviève Godiguin sur ce point-là et Oui, Sédic Abba également sur ce point. oui, on parle beaucoup de l'adhésion de la population. Moi, j'aimerais bien savoir comment on la mesure, l'adhésion de la population. Ça me semble quand même compliqué à mesurer dans un régime militaire. Heu, je suis d'accord avec Mec sur l'erreur de la CEDEAO avec ce recours éventuel à la force. Je pense que c'est ce qui a fait, à un moment, basculer l'opinion publique du côté de la junte, qui n'était pas forcément, favorable au départ, au moment du coup d'État, à ce coup d'État-là. Mais effectivement, il y a eu une crainte de voir le Niger être, envahi par les pays frères de la CEDEAO, notamment le Nigeria, et l'opinion publique a sans doute basculé à ce moment-là, mais en même temps, je ne suis pas, moi, certaine qu'il y ait une adhésion réelle de la population à la junte militaire actuellement au pouvoir à Niamey. En tout cas, c'est pas mesurable. Et quand on parle de l'adhésion de la population, on parle de la ville de Niamey aussi, qui est une ville dont on sait qu'elle est très largement acquise à l'opposition. Est-ce que cette adhésion de la population, elle est réelle dans le Niger profond? J'en suis absolument pas convaincue. En tout cas, encore une fois, je pense qu'on dit ça un petit peu vite, sans le mesurer réellement. Après, sur la nature du coup d'État elle-même, oui, elle a strictement, enfin, pour ce que je vois, pour ce que j'analyse, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 1999 ou 2010, où on se trouvait, où en quelque sorte un coup d'État est arrivé pour mettre fin à un blocage institutionnel et puis, l'objectif dès le départ était de redonner le pouvoir aux civils avec une transition, un jeu à peu près classique des partis politiques qui allait reprendre la main pour progressivement organiser de nouvelles élections et cetera. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma puisqu'on est, dans
dans un schéma, encore une fois, de navigation totale à vue, avec des arguments qui, de mon point de vue, sont complètement fallacieux, qui ont été donnés complètement fallacieux, des arguments de sécurité, par exemple, les mêmes qui ont argué de la mauvaise sécurité sous le président Bazoum pour expliquer qu'il faisait un coup d'État, étaient les mêmes qui, quelques semaines avant, quelques mois avant, le félicitaient publiquement pour ses excellents résultats en matière de sécurité. Et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de résultats en matière de sécurité. Il en avait. Et la politique qu'il avait mise en place, à la fois de main tendue à des repentis et en même temps de très grandes, effectivement, activités militaires aussi, et puis en s'appuyant, certes, il y a une exigence de souveraineté, mais enfin, on voit quand même ce qui se passe depuis qu'il n'y a plus du tout de recours aux partenaires étrangers qui appuyaient le Niger, notamment en termes de, le mot français me manque, intelligence, pardon, je le cherche, là. Voilà. Donc, il n'y a plus ça en ce moment et on s'aperçoit que la situation sécuritaire, depuis un an, s'est considérablement dégradée. Sous le président Bazoum, il y a eu, en l'espace de ces 2 ans, plus de 2 ans de mandat, quasiment 2 ans et demi de mandat, 54 militaires nigériens qui ont été tués. On est, en l'espace d'un an, à plus d'1 millier. Donc, on s'aperçoit pertinemment que c'était en réalité un argument fallacieux. À partir du moment où le coup d'État n'est pas justifié par des raisons réelles, que les raisons sont des raisons triviales, que les raisons sont des raisons vénales, que les raisons sont des raisons de prise du pouvoir par quelqu'un, par des commanditaires qui sont derrière les auteurs du coup d'État. Tout ça, on le sait, donc il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc à partir du moment où ce coup d'État n'a pas de raison avouable, je dirais, c'est très compliqué d'en sortir. Si rien ne se passe comme prévu, si le président ne démissionne pas, s'il n'accepte pas de jouer le jeu, on se retrouve dans cette situation de blocage à laquelle on assiste actuellement. Et je vois pas bien comment on peut en sortir en réalité. Enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète profondément. Je vois pas comment on en sort. Alors, il y a une médiation togolaise. Le Togo est assez proche idéologiquement des juntes militaires. Hein, c'est un régime autocratique. Bon, on a l'impression quand même que cette médiation a un petit peu marqué le pas. Moi, je crois, enfin, mais j'ai un peu confiance, je suis peut-être un peu naïve, mais j'ai un peu confiance aussi en la parole et en la puissance de négociation du Sénégal aujourd'hui. Parce que c'est un régime qui se veut souverainiste et qui l'est sans doute dans le fond, et qui en même temps, bon, à l'aura de la démocratie, ça les putschistes n'en ont rien à faire, mais qui en même temps n'a pas de différend avec eux, n'a pas d'antécédent avec eux, puisque le président Diomaye Faye n'était pas de ceux qui, à un moment, ont voulu faire pression éventuellement sur le plan militaire, avec une menace militaire, une menace d'intervention militaire. Donc il n'y a pas de contentieux aujourd'hui entre le Sénégal et le Niger. Donc je crois que peut-être le président Diomaye Faye pourra jouer une carte. Alors, Merci beaucoup. Sédik oui, Abba, sur le oui, sujet évoqué Et par... dernière chose, Alpha Condé n'a pas démissionné. C'est dit que c'est pour toi, ça. oui, d'accord. Oui, c'est quelqu'un qui l'a dit, là, un Guinéen, Bereteke, qui l'a dit qu'Alpha n'a pas démissionné. Effectivement, il n'a pas démissionné, mais la situation guinéenne n'est pas la situation Non, nigérienne. Sédik. en fait, simplement, si Alpha Condé n'a pas démissionné, je prends acte. Mais il y a dans les différents cas de coups d'État qu'on a vus ces derniers temps, chez les militaires, cette volonté de faire signer une lettre, comme on a pu le voir même avec le Premier ministre de transition au Mali, pour dire que voilà, bon, la personne a démissionné. En réalité, ce n'est pas un coup d'État. On rentre dans le processus normal. On va jouer la vacance du pouvoir. Parce que la démission crée, ça, elle légitime la notion de la vacance du pouvoir. Et c'est ça que souvent, sur ça que les militaires travaillent. Dans le cas du Niger, la démission n'est pas venue. Donc, on ne peut pas. Le scénario était que si Bazoum avait démissionné, qu'on dise qu'il y a une vacance du pouvoir et que l'ensemble des mécanismes se mettent. Mais il faut dans le débat que Max a soulevé, qui est absolument intéressant. Quand on voit le cas de l'histoire du Niger, à part le coup d'État de 1974, pour les 3 autres coups d'État, les militaires ont tout de suite dit qu'on va faire une transition, voilà la durée de la transition, et ont mis en place des organes
que je rappelais, comme le Conseil la commission des textes fondamentaux, et se sont mis à travailler, à préparer l'agenda de l'après-transition. Donc, il y a une ambition de revenir à l'ordre constitutionnel normal, que l'armée fasse le travail qu'elle a, enfin, son travail d'arbitrage, et que la politique reprenne son droit par la suite. Maintenant, si on veut être objectif, et les conditions dans lesquelles le coup d'État, quelles que soient les raisons, et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'écho favorable au coup d'État au Niger de toute façon. Non, c'est pas exact. Parce que il y a une crise de la démocratie lorsque le coup d'État se produit, dont Bazoum n'est pas responsable. Et ça amène aussi à soulever une question importante. Le coup d'État a peut-être même pu être fait, soit par le propre camp du président Bazoum, soit en tout cas que son propre camp ait contribué à ça. Parce que ce que le président Bazoum a dit et les engagements qu'il a pris par rapport, par exemple, à la lutte contre la corruption, n'a pas été apprécié. Et pour ceux qui suivent la politique du Niger, l'adversité contre le président Bazoum, elle est venue beaucoup plus de son propre camp que du camp adverse. Parce que le président Bazoum, en prenant le pouvoir, a quand même décrispé les relations avec l'opposition. C'est Bazoum qui a remis à l'ordre du jour le Conseil du dialogue national. C'est lui qui a fait libérer un certain nombre d'opposants qui étaient encore en prison. C'est lui qui a encore fait la dépénalisation de la loi sur la cybercriminalité. Donc, de ce point, mais c'est à l'intérieur de son propre camp, les gens ne voyaient pas d'un bon œil sa croisade contre la corruption, contre l'enrichissement. Et beaucoup disent que même la transparence dans l'attribution des marchés publics n'a pas été bien vécue. Donc, il y avait une sorte de déception par rapport à la gouvernance qui a été celle de 12 ans, parce que les 10 ans de Issoufou, plus les 2 années et demie de Bazoum, n'ont pas été des années les plus vertueuses sur le plan de la gouvernance au Niger. Donc, ça, on ne peut pas le nier. Et il y a des gens qui, peut-être même sans soutenir les militaires, et voulaient quand même que ce passif-là soit soldé. Et on ne peut pas, dans ce cas, dire qu'il n'y avait aucun soutien, que la junte ne bénéficiait pas. Cette crise de la démocratie nigérienne, qui n'est pas imputable à Bazoum, a créé les conditions de satisfaction, entre guillemets, d'un changement du régime, parce que les gens avaient espéré que, bon, ça va être comme par le passé, on va remettre le compteur à zéro, la démocratie va reprendre ses droits, etc. Et ça explique même le soutien qu'un certain nombre d'acteurs politiques ont pu apporter, parce que pour eux, le coup d'État va permettre de remettre le compteur à zéro. On va avoir une transition. Beaucoup de gens militaient pour une transition la plus courte possible pour faire des élections. Donc, il y a un certain élément de choses qui sont liées au contexte du coup d'État, qui, même s'ils ne sont pas imputables au président Bazoum, font partie du passif de la gestion à laquelle il a procédé ou qu'il a prolongé par la suite. Ça, on ne peut pas, si on veut être objectif, en tout cas, on ne peut pas ne pas le mettre sur la table dans la discussion. Oui, mais alors, je peux parler, oui. Geneviève, 2 secondes. Je vais faire réagir Aïssata qui a 3 minutes D'accord. avant qu'on revienne dans le stage. Aïssata, réaction sur tout ce que tu as entendu. Tu peux ouvrir ton micro? Bon, Aïssata doit avoir des difficultés de connexion parce que tout à l'heure, on a eu du mal à la remonter. Aïssata, tu m'entends? Bon, alors Geneviève, alors pour les 2-3 minutes Oui. qui étaient attribuées à Aïssata. Non, mais je vais être rapide. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un petit peu contradictoire de dire que à la fois la déstabilisation vient du camp interne au président Bazoum, ce qui est extrêmement clair, hein, c'est une évidence pour nous tous, et qu'en même temps c'est une crise de la démocratie. C'est plutôt une réplique, une volonté de ne pas le laisser affermir la démocratie nigérienne, qui était, on est complètement d'accord là-dessus, je suis moi-même honnête, qui n'était pas parfaite, on est d'accord, mais peut-être parce que lui-même en avait conscience et avait la volonté de rompre avec un certain nombre de pratiques de son prédécesseur, pour être clair, et de vouloir s'émanciper réellement d'un certain nombre de pratiques, de vouloir avoir une gouvernance plus vertueuse, mettre fin à la lutte contre la corruption, effectivement avoir un climat politique plus apaisé, ce que tu as dit sur le dialogue national, mais la relation qu'il avait renouée aussi avec Hama Amadou,
Voilà, c'est quand même un petit peu tout ça. Donc sa volonté, c'était, c'est pas une crise de la démocratie. Enfin, moi, je vois pas ça comme une crise de la démocratie. Je vois ça, au contraire, comme un règlement de compte interne de personnes qui veulent continuer, leurs petits arrangements, leurs petites magouilles, le cas échéant, et qui l'empêchent de mener son opération main propre jusqu'au bout et qui se révolte contre cette opération main propre. Je sens davantage comme ça, les choses comme ça. Non, je pense que je peux peut-être préciser. En fait, la crise de la démocratie, elle n'est pas liée à ce que les 2 années et demie, mais il y a eu une déception du point de vue de la façon dont la démocratie a été conduite au Niger ces derniers temps. Beaucoup de gens Oui, se sont mis à considérer que la démocratie a fait le lieu de la corruption, le lieu de l'enrichissement illicite, les riz de magouille, le multipartisme a servi simplement à positionner des militants à des postes qu'il n'aurait pas dû avoir ou à donner des marchés publics aux commerçants. C'est ça que j'appelle la crise de la démocratie. La déception envers la gouvernance depuis de la Renaissance 1, 2 et 3. Ce n'est pas le fait que le président Bazoum ait cherché à remettre tout ça dans l'ordre. Peut-être que s'il avait eu l'opportunité d'aller beaucoup plus loin, ça aurait aidé à résoudre, à redresser un peu la barre de cette crise de la démocratie qui la perception que les gens ont commencé à avoir en disant que bon, la démocratie a servi simplement à enrichir les gens, ça n'a pas servi à améliorer leurs conditions de vie ni à avoir une gouvernance plus vertueuse dans le pays. C'est ça que j'appelle la crise de la démocratie, mais pas simplement le fait que le président oui, Bazoum ait eu en 2 années la volonté de changer tout ça. oui, mais encore une fois, ce que je pense moi, c'est que la crise de la démocratie n'est pas l'élément déclencheur du putsch. Non, L'élément bien sûr. déclencheur du Non, putsch, moi, c'est l'inverse, c'est j'ai la dit volonté de la Bazoum crise de d'améliorer la démocratie. la crise de la démocratie a pu amener certains à applaudir le coup. Non pas qu'elle a fait le lit du coup d'État ou qu'à ce D'accord, soit, mais la déception envers la démocratie a appelé certains à En applaudir, réalité, à dire voilà, bon, maintenant que le régime est renversé, on va remettre les cartes à zéro. Il y a eu une certaine espérance de la part des gens qui étaient dessus par la gouvernance et qui attendaient que le coup d'État soit l'occasion peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre pour la démocratie nigérienne. très bien. Et c'est clair. Et ce que dit Sidi Kaba, c'est aussi ce que l'on entend de la bouche d'un certain nombre de Nigériens. Un, le président Issoufou est venu à un moment clé du système démocratique nigérien. Deux, les Nigériens disent avoir fondé un espoir en disant que ce parti politique, ce régime, et Issoufou, le président lui-même, était capable, bien évidemment, de pouvoir inverser les choses. Cette masse de déception a mis sur la place publique un certain nombre de personnes qui ne voulaient plus rien savoir, plus rien comprendre de ce qui arrivait au président Bazoum en disant que le président Bazoum était aussi responsable de cette situation que le président Issoufou. Le paradoxe, même si on dit aujourd'hui que le président Bazoum est arrivé pour mettre en place une nouvelle dynamique démocratique, visiblement le bas était tellement atteint que plus personne ne voulait rien savoir. Et quand on regarde la manifestation de violence souvent sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne l'arrestation du président Bazoum, sa détention dans des conditions illégales, encore que l'on trouve des Nigériens pour dire c'est bien fait pour lui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas dans l'ordre de l'humain. Donc, ce qu'il faut comprendre, Geneviève Godinger, c'est qu'aujourd'hui, on a beau extraire le président Bazoum en disant que ces 2 ans et demi laissaient voir des perspectives qui pouvaient s'ouvrir, mais véritablement, quand les gens pensent aux 10 ans de Issoufou et même bien avant, ils ont tendance à lui faire payer le même prix que tout le monde. Et du coup, les gens sont dans une détermination absolue. Ils veulent plus rien savoir ni plus rien comprendre. Je vais donner la parole à Mbaye Amadou, ensuite à Monsieur le député et ensuite à Serge qui vient d'arriver, je crois. Mbaye Amadou. Bonjour tout le monde. Je me trouve à 15h03 en Californie.
ça doit faire plus 7, plus 8. Bonsoir pour ceux qui sont dans la soirée. Ben écoutez, moi je ramerai en contre-courant de certains intervenants qui m'ont précédé. J'ai bien aimé que les gens notent la crise de la démocratie au Niger. Je souligne que mon grand-père, Mohamed Diop, a failli être président du Niger sur proposition de Amani Diori. Et il a prétexté l'appel de Dakar, de Lamine Gueye, pour ne pas être président, puisqu'il disait-il, il n'appartenait à aucune ethnie. Il pouvait être à équidistance entre toutes les ethnies et tous les partis politiques. Pour en venir à la crise de la démocratie, de quel putsch nous parlons? Il va falloir qu'on définisse les contextes et les mots. Quand on parle de putsch, quand on parle de coup d'État, on fait foi au coup d'État militaire, mais on ne fait pas foi au coup d'État, au putsch constitutionnel et au putsch électoral. Macky Sall a failli, il paraîtrait que il se fout pour aller très vite, a tout fait pour écarter les autres candidats à la présidence de la République et que les dés étaient pipés. Je parle sur le contrôle des Nigérians, je peux me tromper. Et Macky Sall a fallu, comme les présidents, j'ai fait 22 ans au palais de la République du Sénégal, je sais bien que les présidents se passent des méthodes et techniques de coup d'État constitutionnel, de coup d'État électoral pour demeurer au pouvoir. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO est en train de connaître des prêts, parce que la CEDEAO est en train de devenir un syndicat mafieux de présidents plutôt qu'une entité des États et des peuples. Alors, de quel coup d'État nous parlons? Et les coups d'État militaires sont l'émanation des coups d'État constitutionnels et des coups d'État électoraux. Je parle sur le contrôle de Maître Konaté. Le premier président du CRI a été maintenu, il a été en prison. Et certains diraient même, Dieu et son âme a été empoisonné. Mamad Idriss Déby ou Emmanuel Macron, cher Janel est là. C'est un message que je lui envoie. Emmanuel Macron a été au Tchad pendant que Kaka Déby faisait un coup d'État homologué par la France. Hein? La démission, on parle de démission ou pas de Bazoum, mais on a démissionné le président de l'Assemblée nationale. Et si le président de l'Assemblée nationale démissionne, il y a ses adjoints. Et Emmanuel Macron a fait une déclaration, celui qui veut s'attaquer qui trouvera la France. Alors, la France, pourquoi elle n'a pas voulu intervenir au qui? Elle a accepté de partir au Niger, au Mali, elle a accepté de partir. Et Damiba semblerait être. Pourquoi la France, ce même acharnement-là n'est pas fait au Gabon et dont le général a été reçu? Qui s'inquiète d'Ali Bongo, de la santé d'Ali Bongo? Actuellement, nous devons, c'est là où je vais chuter, nous devons de rétablir les choses, nous intellectuels africains et de la diaspora, voire du monde, d'accepter de croire que, de savoir que, d'une manière souveraine ou pas, la jurisprudence de la démocratie, la doctrine démocratique en Afrique est biaisée. Quand on dit démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est que ce n'est pas le cas. Alors, si nous en venons à Bazoum, nous nous plaignons. Le Niger est actuellement dans une coalition d'États. Moi, je suis sénégalais. Je ne décide pas à la place des Maliens, je ne décide pas à la place des Burkinabés, encore moins des Nigériens. Hein? Mais soyons nous-mêmes qui sommes autour de ce panel-là, et ce panel-là est enregistré, soyons nous-mêmes honnêtes envers nous et envers cette démocratie. Puisque les analyses que nous faisons, si ça ne reflète pas la réalité démocratique des pays africains, les citoyens de 1960, année de la libération, et ces citoyens de 2024 ne sont pas les mêmes. Alors, je suis vraiment, les peuples, les jeunes, sont plus intelligents, plus savants, plus diplômés que leurs présidents, qui peuvent être experts en politique, experts en manipulation constitutionnelle et électorale. Mais ça ne passe pas. Il va falloir, de nous-mêmes, de quelle obédience qu'on soit honnête envers nous-mêmes et qu'on soit honnête envers ceux qui sont dans le panel, puisque
quelles que soient les analyses que nous faisons, les gens font la part des choses. La démocratie n'est pas à l'africaine, n'est pas en Afrique. Et que les présidents, que ce soit de la CEDEAO, de la CEMAC, prennent les peuples en otage au nom de la démocratie. Les alternances démocratiques ne sont pas assurées. Les coups d'État militaires ne sont que l'émanation des coups d'État constitutionnels, voire électoraux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur la question de la démocratie, de la qualité de la démocratie, de la perversion de la démocratie, Amadou, c'est clair, net et précis. Tous ces chefs d'État qui se maintiennent au-delà du terrain, qui se maintiennent au-delà du nombre, qui aujourd'hui jouent de subtilité en subtilité pour se maintenir, bien évidemment, quand on a un peuple qui est affamé et qui peut crier, tout peut arriver justement. Pour autant, la question nigérienne est une question spécifique. Tout le monde reconnaît aujourd'hui, au moins du point de vue de la volonté de l'engagement, chez le président Mohamed Bazoum, qu'il avait pris des initiatives pour essayer de se déconnecter de ce qu'il y avait et éventuellement prendre le large pour éventuellement aller à la satisfaction des attentes de l'intérêt général. Mais la question est, peut-on prendre le large lorsqu'on a passé 10 ans dans un système et dans un régime qui, lui, au moins au Niger, est décrié? Monsieur le député. Oui, bonsoir Maître Konaté, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Moi, j'allais continuer votre raisonnement en disant, est-ce qu'on peut s'émanciper de ce système quand, à peu faute de raison, on vient d'une ethnie ultra minoritaire? Et ça a été utilisé à juste titre par son prédécesseur, parce que Mahamadou quel est le lien ethnie minoritaire et puis oui, s'émanciper? Ultra minoritaire, parce que Mahamadou Issoufou, il choisit Mohamed Bazoum parce qu'il sait que les questions communautaires étant très influentes au Niger, choisit un héritier qui vient d'une ethnie ultra minoritaire, qui ne fait même pas 1% de la population, aura beaucoup de mal à s'émanciper de ce système. Et ça se voit aisément à travers son gouvernement, à travers les hommes qui entouraient Bazoum. Je me demande si, de ce point de vue-là, vous êtes vraiment bien connaisseur du Niger, mais les Nigériens sauront sans doute vous répondre là-dessus. Puisque la garde républicaine est maintenue, c'est quand même une incohérence qui ne dit pas son nom. Comment se fait-il que le successeur d'un chef d'État maintienne la même garde et le même chef de la même garde pour assurer sa sécurité? Et comment se fait-il qu'il nomme le fils du chef de l'État qui l'a précédé au poste de ministre du pétrole? Comment se fait-il qu'il nomme l'ancien directeur de cabinet de Mahamadou Issoufou au poste de Premier ministre? Il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que Bazoum, c'était pas l'élément qui voulait s'émanciper d'un système, puisque sur les questions de fond, comme le maintien des bases françaises, il y était très favorable. Donc, finalement, est-ce qu'il y a eu des questions d'intérêt entre les hommes qui ont poussé le chef de la garde à prendre des armes et à renverser son patron? C'est des questions qui méritent d'être posées. Maintenant, pour mettre pied dans le débat, il faut dire qu'il y a plusieurs incompréhensions aussi qu'il faut noter, puisque Mohamed Bazoum est arrêté avec sa famille, son fils et sa femme, après le coup d'État. Qu'est-ce que son fils et sa femme ont à chercher dans une affaire de coup d'État où Mohamed Bazoum est impliqué et arrêté? Puisque jusqu'à ce jour, le fils a été libéré, oui, mais on n'a pas de chef d'accusation contre l'épouse de Mohamed Bazoum. Est-ce que c'est un moyen de pression pour le faire démissionner? On ne sait pas. Et le fait que Tchiani n'ait pas prêté serment, à ma connaissance, en dit long, très long, puisque juridiquement, le chef de l'État exerce ses fonctions après avoir prêté serment. Même quand vous êtes élu, et vous n'avez pas prêté un serment, vous n'exercez pas encore vos fonctions. Donc, il se pose un problème juridique parce que quand Tchiani quitte la CEDEAO et rejoint l'AES, il agit en tant que chef d'État du Niger. Mais Tchiani n'a pas prêté serment en tant que tel. Et si demain, il devrait comparer devant des juridictions, les juges demanderont la preuve qu'il a été chef d'État. Puisque ce ne sont pas les photos qui déterminent qu'un homme a été chef d'État, ce sont le procès verbal. Dites-moi, monsieur le député, vous êtes du Bénin? Monsieur le député? Ça, quelle importance? Non, juste pour donner l'exemple de chez vous. Mathieu Kérékou a fait un coup d'État, est-ce qu'il a prêté serment? Non, mais c'était avant 90, ça. Non, mais attendez, Mathieu Kérékou a fait un coup d'État, est-ce qu'il a prêté serment? Vous dites qu'un chef d'État doit toujours prêter serment et que d'un point de vue juridique, il y a un problème. Vous avez mais un chef c'est ce qui acte la prise de fonction de chef d'État, c'est le serment. Non, vous avez un chef d'État. Qui casse le contrat social. Monsieur le député,
Vous avez un chef d'État autoproclamé. D'accord. Le lendemain de la prise de parole, il a décidé que lui-même est le chef de l'État. Donc, il n'y a pas Il de n'a pas contrat besoin de social préciser ça. défini. Comment? Il n'y a pas de contrat social. Quel contrat social? Vous me parlez de quoi? Mais Il a fait un coup d'État. c'est le serment qui définit le contrat social. Non, mais laissez tomber ça, parce que ne dites pas des choses qui peuvent peut-être éblouir les autres. Le vrai sujet, c'est que dès le lendemain de sa prise de fonction, il a dit l'organe supérieur, c'est le CNSP, et je suis le chef de l'État. Il s'est autoproclamé. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire d'un point de vue juridique, et vous pouvez poursuivre. D'accord. Parce que contrairement à ces homologues des autres pays, ils ont prêté serment. Il me semble que Doumbouya a prêté serment, Assimi Goïta a prêté serment. Il me semble aussi que Traoré, je ne sais pas trop, mais il me semble qu'il a fait. Donc, ça veut dire que ça a une signification quand même hautement juridiquement. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Maintenant, le fait que Tchani n'ait pas encore prêté serment peut en dire long sur l'état même de cette gouvernance. Est-ce que c'est une gouvernance qui est déjà stabilisée? Est-ce qu'il y a des gages de la pérennité de son régime ou est-ce qu'il y a des éléments qui l'empêcheraient d'aller dans ce sens? C'est des questions qui méritent d'être posées. Et pour finir, Mohamed Bazoum, il est aujourd'hui en détention. Mais il y a un risque si on allait à un procès. Si on va à un procès et que le procès est hautement militarisé, je comprendrais. Mais si c'est un procès ouvert, il pourrait y avoir des secrets qui pourraient être révélés, qui seraient dangereux pour tout le monde, puisque les hommes qui ont renversé Bazoum appartenaient à son camp. Et un procès par nature est un endroit où tous les secrets se déballent. Et ce serait quand même intéressant et ce serait aussi contre-productif pour ces geôliers que Mohamed Bazoum passe à table. Puisque peut-être qu'il n'attend que le procès pour passer à des aveux ou à des révélations qui pourraient ébranler toute la machine du PNDS Taraya. C'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Bon, sur le dernier point, pas là, mais je pense que Sédik Kaba a eu l'occasion de développer assez considérablement. En attendant, moi, j'aimerais poser une question à notre ami sénégalais des États-Unis. Est-ce que tous les griefs qu'il reproche à la démocratie en Afrique, à Macky Sall, à Emmanuel Macron et à je ne sais pas qui d'autre, justifient la situation actuelle du président Bazoum et de sa femme? Parce que c'est quand même ça le sujet du Space. Moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'aimerais qu'on lui demande si tout ce qu'il a énuméré, avec lesquels on peut être d'accord ou pas. Moi, je suis d'accord sur certains aspects, mais je trouve qu'il fait beaucoup d'amalgames, mais soit. Admettons mais je crois qu'il est là, il t'a entendu. Il est là. Donc, admettons que tout ce qu'il a dit est absolument vrai et révoltant. Est-ce que cela justifie la situation actuelle du président Bazoum et de sa femme? J'aimerais juste savoir ça. Amadou Mbaye. Voilà, c'est à moi que vous posez la question. Écoutez, au risque de vous étonner, 80% des Sénégalais, nous avons eu notre troisième alternance, 80% des Sénégalais souhaitaient, et même dans le parti du président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, souhaitaient qu'il y ait un coup d'État militaire au Sénégal. Oui, les Sénégalais, à un certain moment, souhaitaient un coup d'État au Sénégal. Bon, pour répondre à notre ami, je veux relativiser. Vous pensez que, logiquement, les militaires ne sont pas gros pleins de soupe, mais rien dans la cervelle. Hein. La bagarre militaire, quand un officier, j'étais militaire. Quand un officier va jusqu'à atteindre le grade de général, c'est l'intelligence en mouvement. Le combat, c'est l'intelligence en mouvement qui combat contre une autre intelligence. Vous pensez que même dans qu'on mette Bazoum dans des conditions favorables d'humanité, ça se comprend. Qu'on proteste contre les conditions dans lesquelles vit actuellement Bazoum et sa famille, au Niger et à l'extérieur, sont contestables. Mais les militaires ne laisseront jamais Bazoum revenir. Et je fais appel à un de nos débatteurs, Maître Konaté. Est-ce que le premier président militaire le premier président du Mali n'a pas été empoisonné? Alors, ils n'ont pas intérêt à laisser Bazoum dans ces conditions, lui donner du téléphone et tout ça là. Non. Ce que réclame notre amie Geneviève, mais ça ne se passera pas à leur dépens. Et la femme de Bazoum, elle a quoi à voir dans ça? J'ai dit, avec sa femme et ses enfants doivent être dans des conditions humainement normales. Parce que quand vous retenez quelqu'un dans des conditions,
Oui. Allez-y, Amadou, est-ce maître. qu'on peut avoir un Allez-y, échange? maître. Amadou, je vais avoir un échange avec vous. Allez-y. Oui, Premièrement, allez-y. vous êtes en train de nous expliquer la psychologie des militaires, ce que l'on peut comprendre. Nous, on est en train de dire, Mhm, est-ce que le fait d'avoir renversé un chef mhm. d'État justifie de le maintenir pendant 1 an, y compris avec son épouse? Alors, vous dites c'est pas normal, mais la question de Mex, elle était celle-ci. Donc, si vous dites d'un côté ce n'est pas normal et qu'après l'explication qui suit, vous dites les militaires ne le laisseront jamais y aller, est-ce à dire que vous-même vous êtes d'accord avec le fait que les militaires le bloquent, qu'il ne soit pas jugé et qu'il soit coupé de tout le monde? Euh, Est-ce que c'est ça votre non, opinion? ce n'est pas ça mon opinion. J'ai dit que, quel que soit Alpha, quand une personne, on use, au Sénégal, c'est l'article 67 du Code de procédure pénale. Quand vous mettez quelqu'un dans les conditions de la détention, que ce soit dans une brigade, dans un commissariat ou d'une manière étatique, c'est que les conditions de vie humaine vous incombent à vous, mais pas à lui. À plus forte raison, quand c'est étatique. Bazoum doit être dans des conditions excellentes puisque même une seconde, il a été président, le premier Nigérien. C'est ce que je dis sur le plan humain, mais sur le plan étatique et sur le plan militaire, stratégique militaire, voyant que Bazoum, pourquoi la CEDEAO et la France, proprement dit, il faut le nommer, nos Geneviève et Serge sont là, pourquoi cherche-t-il à aller, puisque est-ce que ce n'est pas l'uranium du Niger qui alimente les centrales nucléaires de la France, qu'elle vend à l'Azerbaïdjan, à la Chine et à l'Allemagne? Pourquoi la France a actuellement des problèmes d'électrification? Non, mais attendez, non, j'y vais. Je mets le pied, mais laissez-moi terminer. Non, Laissez-moi terminer. Je mets le pied sur le plat. D'où la France tire, la France, quatrième pays orifère du monde, sans une seule mine d'or dans l'Hexagone. Alors, c'est là le fond du problème. Au-delà des présidents, au-delà des États, les peuples africains comprennent que c'est leur souveraineté qui est en train de se jouer. Pourquoi Bazoum? Pourquoi pas Ali Bongo? Pourquoi pas l'ancien président du Tchad qui a des adjoints? Pourquoi ces adjoints n'ont pas été présidents à la place de Kakadébi? Les gens sont en train de se poser des questions. Amadou. Et c'est la France qui est en dessous. On vous a entendu. Je vous remercie. Vous n'avez pas répondu à ma question, Amadou, mais j'ai bien compris votre message. Pardon, mec. Pardon. Je vais donner la parole à Frau, s'il vous plaît. Frau, sur le point de Amadou. Oui, en fait, je suis monté parce que je ne comprends pas les mises en relation et les rapports qui sont faits. Il y a des choses qu'on peut aimer dénoncer sur tout un tas de régimes. Ça ne répond pas à la question spécifique de ce qui est reproché, par exemple, au président Bazoum aujourd'hui, et dans ce qui lui est reproché, comment on peut le comparer, par exemple, avec les autres et ce qu'ils font une fois qu'eux sont au pouvoir. On peut parler de corruption, est-ce que les régimes sont moins corrompus? On peut parler de respect des libertés, est-ce que les respects des libertés sont mieux? On peut parler de la situation sécuritaire, est-ce que c'est mieux? On peut parler de la situation économique. En fait, en creux, il y a une raison qui est utilisée, qui est celle de la rente politique aujourd'hui panafricaine, qui va dire qu'il faut forcément dire qu'on est contre la France, et puis à partir de là, c'est le mot-clé qui permet de faire tous les abus imaginables, et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai pas l'impression que concrètement, il y ait autre chose qui ait porté la légitimité de tout cet emprisonnement-là. Maintenant, c'est quand même respectable qu'il ne soit pas tué, parce que ça aurait pu être le cas. C'est respectable qu'il ne soit pas assassiné. Il est en détention dans des conditions qui, de ce que moi je peux lire ici et là, ont l'air particulièrement difficiles. Ça aurait pu être pire. Maintenant, je pense que ça fait 1 an qu'il a été renversé. Je crois que c'est un moment d'enquête peut-être qui est suffisant pour pouvoir monter un dossier concret contre lui pour dire voilà ce qui lui est reproché, les implications, ce qu'il a mené, ce qu'il a fait, et qu'on en tire un jugement qui aboutit soit à sa condamnation, soit au fait qu'il soit innocenté. J'entends, il y a des micros ouverts. Si M. Seydik et Soutien peuvent fermer leur micro, juste le temps que je conclue. C'est un peu embrouillé. Et Monsieur Soutien, s'il vous plaît, juste votre micro. Monsieur Soutien, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre micro avant que je vous ai donné la parole.
Donc, je vais couper votre micro, mais si vous le remettez encore, je suis obligé de vous descendre. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre micro avant que je vous ai demandé. S'il vous plaît. Donc, je montais pour ces observations-là. C'est-à-dire que ce que j'entends, et je trouve particulièrement hypocrite dans la dénonciation, c'est de dire, voilà, il y a des régimes démocratiques qui ne respectent pas les libertés. Bon, soit, c'est une accusation qui est légitime. Il y a des régimes démocratiques les régimes démocratiques ne remplissent pas la satisfaction des citoyens. Soit, c'est tout à fait légitime. Il y a des problèmes de privation des libertés, une hypocrisie démocratique. Soit, c'est tout à fait légitime. Mais quand on regarde en face les solutions qui sont mises, elles sont pires. Donc, je trouve que la façon dont l'argument est présenté pour aller après légitimer les pires comportements dictatoriaux qu'on peut trouver ici et là ne fonctionne plus. Et l'histoire, elle ne va pas être tendre avec les conséquences qu'on accuse particulièrement dans ces pays-là. Et dans le cas de Monsieur Bazoum, de l'ex-président Bazoum, j'aimerais comprendre personnellement qu'est-ce qui lui est reproché aujourd'hui. Qu'est-ce qui est de sa culpabilité par rapport à la corruption, à la situation sécuritaire, la complicité avec les terroristes, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les prochaines échéances par rapport à son jugement, et quand est-ce qu'il va tomber et on pourra adresser cette culpabilité. Sinon, c'est un otage. Bon, dans ce cas, c'est un otage. Il faut voir la transaction qu'il faut mettre en place et puis le libérer. Mais je crois qu'il faut pas en faire plus de cas que ça. C'est un objet aujourd'hui qui permet d'utiliser une certaine forme de protection, d'autant plus qu'il y a eu les menaces CEDEAO pendant un premier temps sur une intervention au Niger, menace qui n'est pas allée à terme. Et je crois que le régime s'est senti dans son droit de dire qu'il pouvait retenir ce président-là pour se protéger. Aujourd'hui, il semble qu'elle soit loin, cette menace. Peut-être que dans ce cas-là, on peut considérer qu'il y avait collusion avec une puissance, ou en tout cas une organisation étrangère qui menaçait l'intégrité du Niger. C'est un peu comme ça que j'ai compris les arguments. On est en train de passer à l'AES, donc d'ici janvier, l'implication du Niger dans la CEDEAO ne sera plus. Ça serait bien qu'il y ait une clarification à ce moment-là, peut-être lui permettre d'aller en exil et d'avoir tout un chacun qui passe à autre chose. Mais en termes de renseignements, j'essaie de lire vraiment ici et là, de comprendre ce qui se passe. J'ai toujours pas trouvé qu'est-ce qui est reproché concrètement à Bazoum. Et quand on voit, pour conclure, les derniers événements sécuritaires qui vont être niés ici et là comme fake news, mais on les voit, il y a un moment où on se demande qui gérait mieux la situation sécuritaire, est-ce que c'était le militaire ou le civil? Merci beaucoup, maître. Mais frère, à toi Merci. aussi, Maître, je je pose voudrais la juste même préciser ma question. pensée là. Non, Mbaye, s'il vous plaît. Oh, Mbaye, désolé. Mbaye, s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Désolé, je coupe. Frère, à toi aussi la Serge même Daniel, question. vous restez. Qu'est-ce que sa Non, femme a à faire en prison avec lui? non. Mec, je voulais juste, avec ton autorisation, organiser un truc. Et puis, Mex doyen, sa femme est accusée d'être sa femme. Elle a épousé un traître et un homme qui a failli au Niger. C'est pour ça qu'elle est emprisonnée. Donc, par complicité, elle devait être au courant de tout ce qui se passe, probablement profiter. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la raison de son emprisonnement. Si on est capable de condamner les Mais gens... frère, si moi je commets un crime ou un délit, qu'on me juge, est-ce qu'on va envoyer ma femme en prison avec moi parce qu'elle est ma femme? Dans les régimes démocratiques, non. Je Dans peux les préciser autres... ma pensée Alors, là s'il vous pendant qu'on plaît, y est, avant que Maître ne revienne là. s'il vous plaît, si vous continuez comme Ok, ça, je vais Maître, couper tous les micros. Maître. Il faut qu'on organise quand même, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Allez-y, Dylan, s'il vous plaît. Allez-y, Dylan, oui. D'accord. Merci. Moi, je voudrais commencer par dire que le grand journaliste Eric a expliqué un peu des choses qui peuvent... il a cité des choses qui pourraient expliquer pourquoi il y a des gens qui sont limite, qui se foutent pas mal de ce qui arrive à Bazoum. Il a cité notamment le fait que il y a une certaine déception envers la classe politique qui est ressentie dans la société nigérienne. Et je vais dire plus, c'est même au-delà du Niger. Mais quand on vient et puis on dit qu'il suffit juste de dire qu'on est contre la France et que c'est ça qui fait que tout le monde vous supporte, c'est justement ça le problème. C'est-à-dire que on ne peut pas faire fi de tous les maux de notre société et puis tenir un certain discours
et puis dire que, et puis rendre ça aussi facile. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver les remèdes. Parce qu'on a tendance à tout minimiser. Nos sociétés souffrent de certains maux profonds, mais on minimise ça à bas la France. On pense que c'est en disant à bas la France que tout d'un coup, tout le monde commence à ressentir tout ce que la France nous aurait causé comme dommage. Et ça, c'est faux. Ensuite, j'ai oublié même d'entrée de jeu, je voulais déjà saluer la délégation nigérienne en France qui a fait un salut militaire à l'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai beaucoup aimé. Parce que oui, moi, je soutiens... Si tu continues comme ça, je vais te taper, tu vas voir. Non, maître. Vous savez, moi, je ne me cache pas. Moi, je soutiens les trois chefs d'État de l'AES. Moi, je soutiens le général Tiani. Et puis, surtout, je suis souvent réconforté quand je vois, en fait, c'est qui est en face de lui. Tous ceux qui le dénoncent, qui disent qu'il rabaisse son bilan. On fait toutes les éloges possibles sur Bazoum, comme s'il n'y avait pas d'erreur dans son truc. Mais quand il s'agit du général, oh, le bilan est comme ci, le bilan est comme ça, le bilan est comme ci, le bilan est comme ça. Bon, ce n'est pas de truc. Et puis, par exemple, quand on dit que Bazoum avait une certaine approche qui cherchait à, comment on appelle ça, éviter la guerre et tout, moi, j'aimerais me référer un peu, j'aime beaucoup, n'est-ce pas, Le Prince de Machiavel, où il dit que si tu évites la guerre, ça ne change rien, tout ou tard, elle va revenir. Donc, quand il y a une guerre, il faut la faire. Voilà. Donc, moi, cette approche de dire qu'on va peut-être négocier avec des terroristes pour éviter la guerre, on ne fait que delay the problem. Maintenant, je vais dire une dernière chose. S'il vous plaît, soyons un peu... faisons preuve d'un peu plus de réalisme. On ne peut pas passer tout le temps à dire que le régime du général Tiani est illégal et illégitime. Et puis, après, s'arrêter et puis demander que le régime fasse des choses, c'est de nous qui trouvons que le régime est légitime. Nous, on peut dire au général, bon, faut faire ça, ça c'est légitime. Mais ceux qui disent que le régime, par définition, est illégal et illégitime, qu'il n'a même pas lieu d'être, pourquoi ça vous étonne en fait qu'il y ait des choses qui ne sont pas faites selon la règle de droit? C'est ça le problème, ça c'est un manque de réalisme. Donc, à un moment, ou bien il faut constater comme nous que le pouvoir a changé, que c'est un fait. Mais quand on n'arrive toujours même pas à appeler le général Tiani président. Bon. Et donc, pour dire que moi, certains ont comparé, par exemple, le fait qu'il n'ait pas prêté serment par rapport aux autres pays de l'AES. Moi, je trouve que sa méthode est la meilleure. Parce que si tout le monde définit le coup d'État comme un coup de force, qu'ils aillent comme ça. Au Burkina, au Mali, quand on fait l'Assemblée législative, ça ne sert à rien. Il faut que les autorités gouvernent par ordonnance. Il faut avoir le courage. On n'a pas le temps de payer des gens, de faire ci, de faire ça. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc, moi, je trouve que je ne veux même pas que le général Tiani il prête serment. Je ne veux pas qu'il signe quelque chose et qu'on arrête d'appeler nos gens des quadres de transition. Personne d'autre ne le fait. Si ce n'est pas nous, les Africains. Donc, sortons de ce... il faut qu'on arrête de se comporter en colonisé. Voilà. Donc, merci, maître. Merci à tout le monde. Et puis, voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, Serge. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, il y a un problème de connexion, je crois. Mais moi, j'accepte vraiment, j'écoute avec patience tout ce qui se dit, mais je voulais commencer par Bazoum. Le titre, c'est Bazoum arrêté, détenu pour combien de temps? J'ai couvert, donc professionnellement, les 10 derniers sommets de la CEDEAO, c'est-à-dire sommet ordinaire, sommet extraordinaire. Ce qui m'a frappé lors du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, c'est que, vous savez, après la cérémonie d'ouverture, il y a tout juste un huis clos. Alors, on n'est pas à l'intérieur du huis clos, mais on s'arrange en tant que journaliste pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Le seul président, le seul représentant d'un pays qui a pris la parole pour reposer la question de Bazoum, c'est-à-dire sa libération, c'était le Ghanéen. Dans aucune autre intervention, on a entendu un autre chef d'État dire exigeons la libération de Bazoum. Cela ne veut pas dire que les autres chefs d'État ne souhaitent plus sa libération, mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème au sein de l'espace CEDEAO, c'est que ceux-là qui vont de vous voulez une intervention contre le Niger, vous voulez une intervention militaire, des sanctions, etc.,
j'ai l'impression que Bazoum est d'abord abandonné par ses pairs. C'est ce qui me frappe, moi, dans ce débat, si je veux me limiter au titre. Mais j'ai entendu parler également de crise de la démocratie. Il n'y a pas de crise de démocratie au Niger. Bon, heureusement que ça a été rectifié. Et de là, je suis parfaitement d'avis avec Geneviève. Il n'y a pas de crise de la démocratie. Vous êtes chargé d'assurer la sécurité d'un homme et du jour au lendemain, cet homme devient votre prisonnier. Ça pose un problème d'abord de rapport humain. Ça me semble important. Mais quelqu'un, je crois que c'est le prédécesseur qui parlait de prêter serment. Le problème avec les militaires, c'est les juntes, j'en aurais terminé probablement, le problème entre des juntes, c'est que quand même, vous avez des gens qui ont fait des coups d'État dans des constitutions comme la constitution malienne. Un coup d'État est un crime imprescriptible et vous avez la justice, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, qui accepte qu'il prête serment. Ça peut quand même poser, je crois, un problème de justice politique des rapports de force, la séparation des pouvoirs. Si vous prenez les 3 pouvoirs militaires, ils en auraient terminé, maître Konaté, ce ne sont pas des juntes homogènes. Vous avez le noyau de la junte du Burkina qui est composé d'officiers subalternes, ce sont des capitaines. Le noyau qui dirige le Burkina, c'est un capitaine, ce sont des capitaines. Mais en revanche, au Mali, ce sont des officiers supérieurs, c'est-à-dire vous avez un noyau de colonels, lieutenants-colonels qui dirigent le pays. Au Niger, ce sont des officiers supérieurs, des officiers généraux, parce que le noyau de la junte au Niger est composé de généraux. Ce ne sont pas des juntes homogènes, ce sont tous des militaires. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il était de l'AES, qu'il soutenait l'AES, c'est parfaitement son droit. Mais ce qui me paraît important, et je veux revenir à la libération ou non de Bazoum, si on lui reproche quelque chose, on peut quand même se permettre de dire il faut le juger. Je crois qu'il y a une cour spéciale qui a été mise en place, les avocats ont contesté. Je veux dire que sur le cas Bazoum, pour terminer, au Niger, mon sentiment, c'est qu'on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, comme si on ne savait pas exactement où on allait. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que contrairement au président Ibeka, par exemple, du Mali, ou encore au président Roch du Burkina, on sait que Bazoum a refusé de présenter une lettre de démission. Est-ce que c'est pour ça qu'il est toujours détenu? C'est une question, à mon avis, qu'on a le droit de se poser. Merci, maître. Merci, Serge. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les panélistes et merci à tous ceux qui ont été là, qui ne sont plus là, et bravo à tout le monde. Allez, au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.